bonjour à tous, bienvenue dans 85 Chrono, le vestiaire. On se retrouve comme tous les lundis soirs donc pour revenir sur l'actualité sportive et une actualité en particulier comme chaque lundi soir. Et ce soir, nous recevons deux invités de la Vendéenne, Ring Coquet avec Lucas Gaucher, entraîneur de l'équipe N1. Bonsoir Lucas. Bonsoir Aurélien. Et aux côtés, Baptiste Lucas, vice-président mais aussi entraîneur des U20. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. Je précise entraîneur du U20 parce qu'on va surtout parler de ça. L'équipe U20 de la Vendéenne, sacrée championne de France il y a quelques jours du côté de Saint-Omer. Mais avant de parler de ça, on va revenir sur le match de samedi soir en National 1 Élite face à Noisy-le-Grand à la salle de l'Angélemière. Victoire 5-2 de la Vendéenne qui était pourtant menée 1-0 à la pause. On va voir les images et les buts de cette rencontre. Match important, comme tous les matchs, mais celui en particulier puisqu'on avait là deux concurrents pour, on va dire, les places européennes. 4e voire 3e place. Lucas, déjà que dire de cette première mi-temps où vous êtes mené 1-0 par Noisy? Ouais, c'est une mi-temps logique mais assez indécise parce que je pense qu'on a peut-être eu autant d'occasions que Noisy en première mi-temps. La seule différence c'est qu'on ne les a pas concrétisées. Et puis c'était un peu le plan de jeu, on voulait leur laisser un petit peu plus la balle que d'habitude, même si on jouait à domicile, pour pouvoir peut-être un petit peu les fatiguer, parce qu'on sait que c'est une équipe qui patine beaucoup, qui joue très bien, ça fait partie des équipes références maintenant. Et attendre un petit peu le moment propice pour faire la différence. Et on savait que si en marquant ce premier but, ça débloquerait la situation. Ce qui a été le cas. Alors ça se passe pas toujours comme on le veut, hein. Mais là ça s'est bien passé dans ce sens-là. Avec donc une deuxième mi-temps avec 5 buts et notamment un doublé du capitaine Erwan de Brouwer dans les dernières minutes. C'est important, évidemment, on le verra tout à l'heure au classement, même si le championnat reste encore long. Mais en tout cas, déjà il y a eu une revanche de prise par rapport à Noisy au match aller, vous avez perdu 6-2. Ah oui, une revanche. Après, on est dans une... Comme tu disais tout à l'heure, on est dans un dernier tiers de championnat qui va être décisif. Donc je sais même pas. Je pense pas qu'on puisse se référer à ce qu'on aurait dû faire avant. Bien sûr qu'on aurait dû faire les choses mieux. Là-bas, on a fait un très mauvais match, ça c'est clair. Mais encore une fois, c'est très difficile d'aller gagner à Noisy et c'est même très difficile de manœuvrer cette équipe-là. Donc ouais, c'est un bon résultat et pour la suite des choses, encore 7 rencontres qui vont. Moi, j'ai l'impression qu'on est en mode play-off en fait. Voilà. On s'est qualifié, on a fait une phase régulière et puis maintenant on sait qu'il nous reste 7 matchs, qu'il nous restait 8 matchs en fait pour accéder au podium. Voilà. Baptiste, vous avez vu le match, j'imagine? Je l'ai aperçu, je n'étais pas au match. D'accord. Donc pas trop d'analyse possible? Non, après je rejoins ce que dit Lucas, hein. C'est une équipe qui depuis maintenant quelques années est plutôt sur la partie haute du classement avec aussi une présence en Coupe d'Europe, qui gagne aussi, qui progresse tout simplement. Donc c'est une victoire qui fait du bien. Oui. Oui, Noisy qui était dans le même groupe que le Poiré en Coupe d'Europe. On va écouter la réaction du coach de Noisy justement après cette défaite, Jordi Exposito au micro de Sandrine Pelletier. On est très déçus vraiment parce qu'on est arrivé ici à la Vendéenne pour essayer de gagner les matchs. On le sait déjà qu'ici c'est très très compliqué à gagner, mais vraiment on a fait une bonne première mi-temps sur tous les niveaux, au niveau défensif, au niveau offensif aussi. Mais à la deuxième mi-temps, on n'était pas capable de prendre le rythme que la Vendéenne nous a imposé au niveau intensité. En plus, aujourd'hui, il faut que je le dise, on s'est trouvé avec un arbitrage horrible. On est très 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 déçus pour l'arbitrage. Ici, on connaît que c'est très compliqué à gagner, mais vraiment on est arrivé avec la zambie et la motivation pour le faire. Malheureusement, la Vendéenne elle fait une grosse seconde mi-temps. Et voilà. Mais je continue à dire aujourd'hui, en ce moment, sans regarder le match une deuxième fois, qu'au niveau arbitrage, aujourd'hui, on a été très 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 perjudiqués. Voilà, donc le coach de Noisy qui relève la prestation de la Vendéenne, mais qui critique aussi également l'arbitrage. On va regarder le classement de cette National Elite après cette rencontre. Donc il y a plusieurs matchs en retard, hein. Tout le monde n'a pas le même nombre de matchs, notamment vous. Hein, vous avez un match en moins par rapport notamment aux 3 premiers. Vous êtes 4e à 1 point de Coutras, donc qui a un match de plus, qui est 3e. Quévert est un peu au-dessus et Saint-Omer est détaché. On le disait, il reste 7 matchs, un tiers du championnat. Tout est encore possible, sauf on va dire peut-être la première place.
Ouais, non, la première place. Enfin, Saint-Omer et. Pour moi, Saint-Omer et Kévert sont au-dessus du lot. Même Kévert, même Kévert au-dessus du lot cette saison. Donc, Saint-Omer. Je pense qu'ils y filent droit, hein, et puis mathématiquement ça va être compliqué à atteindre. Maintenant, nous, on a toutes les cartes en main pour pouvoir atteindre, justement, pour pouvoir aboutir à ces 3 fameuses places qui composent le podium et qui pourraient peut-être nous permettre de jouer une Euroleague l'année prochaine. Alors selon quel modèle, j'en sais rien encore. Mais non, là on est à l'affût. Par contre derrière, ça c'est pas loin, quoi. Hein. Noisy-le-Grand est à 2 points, Le Poirier est pas loin aussi, est à 4 points. Donc voilà, c'est très serré. Et puis on a des déplacements. On a un déplacement samedi qui est un derby à Nantes, qui est un déplacement qui est très très compliqué à gérer. Mais bon voilà. Après, moi j'ai le sentiment qu'on est pas trop mal. Avec donc le Poirier qui s'est imposé face à Mérignac ce week-end, 6-2, et donc Poirier 6e au classement. La 3e place, c'est vraiment l'objectif. C'est là que vous voulez finir. La 3e ou la 2e. La première, comme je disais, ça va être compliqué. Mais oui, la 3e ou la 2e, quoi. De toute façon, la 4e, non, c'est du chocolat, c'est pas intéressant. mais non, la 3e ou la 2e, c'est possible. Moi, j'ai vraiment le sentiment que les gars, on a envie et que ça doit les récompenser parce que c'est une saison qui est très très particulière, d'après Covid, physiquement compliquée, psychologiquement compliquée. Donc, voilà, pour eux, il faut l'avoir. Et puis il y a différents tableaux, hein. Il y avait l'Euroleague bien sûr, donc c'est terminé pour vous, mais il y a encore la Coupe de France avec un Final Four qui va arriver assez rapidement, on en parlera tout à l'heure, et puis on parlera évidemment aussi de contexte un peu particulier pour vous, Lucas, puisque vous allez quitter le club à l'issue de cette saison. Mais avant donc de revenir au Ring Hockey, on va faire un petit tour d'horizon rapide du reste de l'actualité sportive avec notamment du rugby et à la Fédérale 3, le Rugby Club Sablé qualifié pour les phases finales. Le RCS qui avait terminé 4e de la phase de poule a remporté son match de barrage face à Chinon ce dimanche. Score final 25-16 avec notamment 2 essais inscrits par l'Ottawa. Les Sablés joueront donc les 32e de finale avec le match aller à domicile dès dimanche prochain. En football, en division 2 féminine, victoire très importante de la Roche ESO dans l'optique du maintien. Les Lyonnaises ont battu Lille 3e ce dimanche. Victoire 2-1, des buts de Lauriane Borde et de Ilona Pierre-Jean. Le SO est 9e au classement et il reste 2 journées dans ce championnat de division 2 féminine. En hockey sur glace, le Hogli qualifié pour le Final Four de Division 3. Les Lyonnais ont remporté le quart de finale retour face à Gap, 5-2 samedi soir. Déjà vainqueurs 6-2 au match aller, les Aigles de La Roche-sur-Yon ont donc validé leur ticket pour le dernier carré. Et puis cerise sur le gâteau, ils disputeront ce Final Four à domicile les 6, 7 et 8 mai prochains avec Anglet, Amiens et Caen. Les 2 finalistes monteront en D2. De la voile avec la solo maître coq et de 3 pour Tom Laperche qui a remporté la 19e édition de cette épreuve du circuit Figaro. Le skipper Région Bretagne CMB Performance s'impose pour la 3e fois défilée. Même s'il n'a remporté aucune des 3 courses, il s'est classé 2e de la grande course, puis 2e et 3e des épreuves côtières. Il devance Guillaume Pirouel sur Région Normandie et Alan Roberts sur SICAT. Et puis il y avait également du Palais ce samedi aux Essarts avec les finales des championnats de Vendée de Palais-Fonte. 480 joueurs réunis. En division 3, c'est Saint-Gemme-la-Plaine qui l'emporte. La Boissière de Montaigu en division 2. Sérigné en D1 et Remouillé dans la plus haute catégorie, la DS1. Voilà pour les résultats en images. D'autres résultats également à noter ce week-end. La défaite des Herbiers en National 2 de football, défaite au Puy 1-0. En National 3, la Roche VF est toujours 2e malgré sa victoire contre Sablé, car Saumur, le leader, s'est imposé. En handball, Pouzauges s'est incliné en National 1 masculine sur le terrain de Rennes 37-25. En National 1 féminine, la Roche a fait match nul face à Borde 21 partout. Le Slam s'est imposé en National 3 face à Bléré. Et puis dernier résultat, en basket, Chaland a validé son maintien en National 1 en s'imposant ce dimanche du côté d'Épinal. On revient au Ring Hockey, on revient à la Vendéenne. On va mettre entre parenthèses l'équipe N1 pour parler de l'équipe U20 avec vous, Baptiste Lucas, vous qui avez joué de nombreuses années, été capitaine de cette équipe de la Vendéenne en N1. Vous vous occupez maintenant des U20. Et il y a eu un beau titre de champion de France qui a été décroché à Saint-Omer il y a quelques jours. D'ailleurs, il y a eu une petite remise de coupe avant le match samedi. On va voir ça en images. Racontez-nous un petit peu déjà cette finale à Saint-Omer.
Écoutez, comme toutes les finales de jeunes en fait, dans notre sport, ça se passe sur un week-end où 6 équipes sont réunies avec deux poules de 3 le samedi. Donc on a pu sortir de ces poules avec 2 victoires en 2 matchs, même si on avait un sentiment un peu pas complètement abouti, mais en tout cas le plus dur a été fait. Et puis une demi-finale le matin, justement contre Noisy-le-Grand, qui nous a donné une belle opposition. Les gars sont allés la chercher parce qu'on dominait, menait au score, mais on a su rester patient et calme, on va dire. Et puis je dirais que la finale, alors un peu comme les grands, elle était attendue contre Saint-Omer qui était favori à la maison. Et ils se sont donné les moyens, voilà, de jouer cette finale. De faire un grand match et voilà, je pense que ce qu'on avait prévu globalement a pu bien se dérouler. Il y a des matchs comme ça et c'est vrai que c'est une équipe qui a une grosse force mentale et je pense que c'est aussi là-dessus qu'on a pu les mettre en difficulté et gagner cette finale, quoi. Un mot sur cette génération-là de ces joueurs qui évoluent en U20. Il y a de la qualité là dans ces jeunes. Oui, alors c'est vrai que même moi à l'époque quand je jouais, nos dirigeants avaient l'habitude de dire que pour théoriquement sortir 1 ou 2 joueurs jeunes qui aillent en équipe première, il fallait toute une génération. Là c'est vrai qu'en U20, donc ils ont 18 ans cette année, je dirais qu'on a 6 joueurs de cette génération qu'on appelle la génération 2004. Il y a également Antoine Thébault qui est déjà présent en équipe 1 qui lui a 1 an de plus. Et puis il y a Gabriel Baptiste qui a elle 1 an de moins. Mais c'est vrai qu'on a une belle génération. Et je pense que leur force a été d'abord d'être potes en fait. Et donc il y a une espèce d'émulation qui se fait entre eux. Et des gros compétiteurs, gros travailleurs aussi. Parce que, alors le type d'entraîneur en tout cas c'est coach en tout cas. Parce qu'il y a du monde autour. Ouais. Lucas les a entraînés toute l'année. Duarte, Marcos et puis leurs prédécesseurs. Donc c'est un ensemble de choses. Mais voilà, c'est d'abord eux qui font le boulot, quoi. Lucas, un mot sur cette équipe U20. Comme on le disait, il y a certains qui ont déjà intégré le groupe N1. Ouais, mais ce que vient de dire Baptiste est assez bien résumé. C'est une équipe qu'on suit déjà, que Baptiste suit, et puis je pense aussi à François Néo, qui est le dirigeant de l'équipe, qui porte les bouteilles, qui coupe les oranges, tout ça. Et cette équipe-là, on la chouchoute un peu depuis longtemps, comme celle qui arrive après, parce qu'il y a cette génération-là, mais il y en a d'autres après qui arrivent. Et on participe à cette formation, on met les moyens, je pense, le club déjà depuis un petit moment, notamment en formant nos formateurs aussi, et puis en donnant justement une formation qui soit crédible et qui leur permette d'avancer selon les générations. Là, après, je pense que les finales U20, alors il y en a, la majorité d'équipes fera encore une finale U20 l'année prochaine, enfin je leur souhaite, en tout cas. Mais c'est pas un aboutissement, c'est qu'une étape. Par contre, le fossé entre les finales U20 et les seniors, il est c'est le pont de Saint-Nazaire. Donc il y a encore beaucoup de travail. Et on va noter quand même que le dernier but, le 4e but qui donne la victoire 4-3 à Saint-Omer a été marqué par un certain Paul Cochet, donc le fiston. Sur pénalty, ouais. Voilà, sur pénalty, qui est également dans l'équipe régionale des Pays de la Loire. Voilà pour les U20. On va revenir à l'équipe élite et revenir un peu sur cette campagne européenne d'Euroleague qui, malheureusement, s'est soldée par 6 défaites, mais qui, je crois, quand même, nous a apporté beaucoup de satisfaction. Ouais, je rappelle que vous affrontiez les Italiens de Trissino, de Lodi et les Portugais de Tomar. Ouais, mais c'est toujours fort d'enseignement, les Coupes d'Europe. On n'est plus en mode gala, match de gala. Moi, j'ai le sentiment d'apprendre à chaque fois que je fais un match de Coupe d'Europe. Et les garçons, c'est pareil. Et cette année, moi, ça m'a beaucoup apporté. Et je pense que ça a beaucoup apporté aux garçons parce qu'on a joué des équipes qu'on n'avait pas l'habitude de jouer d'habitude. Parce que les grosses équipes se sont pas inscrites. Elles ont préféré faire une autre Coupe d'Europe, voilà, qui n'est pas officielle. Donc, on a vraiment fait des matchs qui, je dirais pas, qui étaient pas à notre portée, très clairement. Par contre, on les a gérés vraiment intelligemment et on perd pas sur des gros scores. Moi, j'ai trouvé qu'on avait été plutôt assez fidèles à nos valeurs et puis on a su leur tenir tête. Je dis pas qu'on aurait pu les battre, mais c'était assez fort d'enseignement et c'était très formateur pour la suite. Et donc l'objectif c'est de retrouver cette Euroleague la saison prochaine, donc en terminant éventuellement la 3e place, la 2e place du classement. Il y aura le Final Four de la Coupe de France le 7 et 8 mai avec donc une demi-finale
une allure de finale avant l'heure, on va dire. Même si on va dire que Villejuif et Lyon sont quand même de bonnes équipes. Mais bon, vous allez affronter Kévert le samedi en demi-finale. Vous avez déjà éliminé Saint-Omer quand même. Ça a été un gros match de la saison. Un peu fragant. Et Ploufragan ensuite en quart de finale. Donc ça, c'est rendez-vous les 7 et 8 mai. Mais comme il nous reste peu de temps, Lucas, on va quand même revenir sur cette annonce que vous avez faite. Vous avez quitté le club donc, après 35 ans, on va dire. Vous êtes arrivé en catégorie jeune en tant que joueur. Ouais, enfin 35 ans de ring hockey, ouais. Voilà. Voilà. Entre-temps, j'ai fait quelques apparitions ailleurs qu'à La Roche-sur-Yon. Mais voilà, La Roche-sur-Yon, c'est quand même le berceau. Pour moi. En tant que joueur, en tant qu'entraîneur, en tant que président également. Alors pourquoi ça a été selon vous le moment parce qu'il y a 3 ans déjà, moi j'avais dit que je partais pour 3 ans, enfin que je me lançais pour 3 ans. Bon, le problème c'est qu'en 3 ans il y a eu 2 ans de Covid. Voilà, donc c'est 2 années qui n'ont pas abouti. Donc j'arrive au bout de mes 3 ans et puis à Noël j'ai eu une petite période de réflexion et je me suis dit que c'était le moment pour on va dire pour arrêter, pour boucler la boucle et puis voilà, passer la main tout simplement. Donc je pense qu'aujourd'hui je suis plus voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Je pense que je parle de métier parce que c'est pas forcément qu'une vocation en fait, c'est un vrai boulot. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on en ait conscience aussi, ça, au club, chez nous. Ailleurs, les équipes qui jouent en tête ont des entraîneurs, c'est leur métier. Ils font pas que ça, mais c'est leur métier. Et moi, aujourd'hui, ça, j'en suis pas capable, tout simplement. Donc voilà, donc il faut laisser la main. Donc une page qui tourne forcément pour vous, une grande page qui se tourne, une page qui tourne pour le club. Baptiste, vous qui êtes au club depuis longtemps aussi, comment vous avez accueilli cette nouvelle ? J'allais dire avec du respect en fait, tout simplement. On sait ce que Lucas a donné et donnera encore au club. Donc que ce soit en tant que joueur, que ce soit en tant qu'entraîneur, coach, dans les projets du mondial ou de l'Euro qui n'a pas pu aboutir mais qui a été avancé. Donc quand on a quelqu'un comme ça qui est compétent et qui tient plus que la route et qui souhaite se retirer, on prend l'info, on le remercie et puis comme il nous a appris à vite nous projeter sur la suite, on regarde devant et puis voilà, tout simplement. Lucas, j'imagine qu'il y a énormément de souvenirs avec ce club de la Vendéenne. Est-ce qu'il y en a un vraiment marquant au-dessus d'un autre, plus fort ? J'en ai plein, j'en ai plein de souvenirs. Mais j'ai des souvenirs de joueurs, évidemment, de matchs en Coupe d'Europe, des matchs des titres remportés. J'ai des souvenirs de titres remportés aussi en tant qu'entraîneur. Mais c'est difficile d'en tirer un. Si je devais me souvenir de quelque chose ou de vraiment... un moment d'épanouissement total, en fait, évidemment, c'est le mondial. Ouais. Voilà. Organisé dans l'espace. Ouais, c'est vraiment le mondial. Pour moi, c'était l'apothéose d'une organisation et d'avoir vraiment participé à contribuer, voilà, tout à fait, à ramener le haut niveau en France, quoi. Voilà, c'est vraiment ça que je peux retenir. Et il y a encore des beaux souvenirs qui peuvent être à créer en cette fin de saison. Une Coupe de France à aller chercher, une qualification en Euroleague. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être venus nous rendre visite. Et puis, bon match samedi donc, du côté de Nantes. Le prochain match à domicile, ce sera le 14 mai contre Saint-Omer, contre le leader. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous jeudi pour 85 chrono, l'agenda. Très bonne soirée à tous.